Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir. Et Donald Trump fait trembler la planète. Sa décision était attendue. Il a choisi de se retirer de l'accord climat. Une décision environnementale, économique, politique et même géopolitique très lourde de conséquences. Le signal donné au reste de la planète et à l'Europe est également très fort. Au moment où les autres pays s'engagent, les États-Unis opèrent à une marche arrière et certains dénoncent même un retour à l'isolationnisme. Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure Gérald Olivier, spécialiste des États-Unis, à Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique. Le projet de loi pour la confiance de la vie démocratique, c'est l'un des grands chantiers du quinquennat. L'objectif étant de tenter de retisser les liens avec les citoyens. François Bayrou a dessiné aujourd'hui les contours du texte, le garde des Sceaux, qui a été interpellé à de nombreuses reprises sur l'enquête préliminaire ouverte autour de l'affaire Richard Ferrand. Sur cette actualité politique et judiciaire, le débat avec de nombreux invités à notre compagnie. Enfin, l'entretien. Mon invité a vécu de nombreuses années au Proche-Orient. C'est une région qu'il connaît bien. Il a été correspondant pour différents journaux. Jean-Marie Kemener publie la première biographie de Bachar el-Assad, intitulée Bachar el-Assad en lettres de sang, chez Plomb. Le vrai rôle de sa famille, de sa femme, sa garde rapprochée. Comment s'est-il transformé en bourreau ? On voit tout cela, c'est lors de notre grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos questions et réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Julie Hulin. Emmanuel Macron prend la mer. Un périple morbihanais avec au programme une démonstration de sauvetage en mer, accompagné des ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et des Transports Elisabeth Borne. Une séquence maritime qui s'est poursuivie en début d'après-midi au port de Lorient, à la rencontre des professionnels de la pêche. Je veux ici dire que dans les négociations que la France aura à conduire avec l'ensemble des 27 pays membres qui restent dans l'Union européenne, les intérêts des pêcheurs seront pris en compte et seront pris en compte au bon niveau, c'est-à-dire parmi les activités économiques essentielles pour notre pays que nous devons défendre. Le président qui est resté muet sur l'affaire Ferrand. Marine Le Pen. Je vous indique que je lance aujourd'hui un site internet qui s'appelle l'Emprunt Patriotique pour demander à l'ensemble de nos électeurs de nous prêter de l'argent à nous, Front National, pour pouvoir financer les élections législatives. Parce qu'encore une fois, à l'heure où je vous parle, aucune banque n'a souhaité nous prêter des fonds, aucune alors banque, même que... ni française, ni étrangère. Aucune. Déclaration. La mesure avait été promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, veut en faire une priorité. Un congé maternité unique pour toutes les femmes. L'idée, c'est de protéger les femmes avant de protéger les statuts et donc de faire en sorte que toutes les femmes, quel que soit leur statut et quelle que soit leur activité professionnelle, puissent avoir un vrai congé maternité, bien rémunéré, aligné sur le régime le plus avantageux quand elles sont multicasquettes. Une mesure que Marlène Schiappa souhaite voir passer avant l'été. Environnement. 1, 2 et 3 médiateurs. Un ancien pilote de ligne, un ingénieur et une préfète qui auront la lourde tâche de faire baisser la tension autour du projet controversé de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont été reçus ce soir par le chef du gouvernement Édouard Philippe, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot et la ministre des Transports Elisabeth Borne. Une mission médiation qui devrait durer 6 mois. Débat. Après 5 années de polémique, le nouveau ministre de l'Éducation rouvre le dossier sensible des rythmes scolaires. Jean-Michel Blanquer s'apprête à publier un décret assouplissant la loi Peillon et permettant davantage de dérogations. Les communes qui le souhaitent pourraient ainsi décider de leur organisation. C'est le cas de Nice où le maire, Christian Estrosi, a déjà annoncé que sa ville repasserait à 4 jours dès que possible. Justice. 2 jours après la mise en examen d'Édouard Balladur, le Parisien révèle la convocation de Nicolas Sarkozy le 2 mai dernier dans le cadre de l'affaire Karachi. La justice cherche à connaître le rôle de l'ancien ministre du Budget dans le système de commission mis en place entre la France et le Pakistan pour faciliter la conclusion de contrats d'armement.
Et l'information ce soir nous vient des États-Unis. Sa décision était attendue. Il respecte, dit-il, un engagement de campagne, mais son choix aura de lourdes conséquences. Il y a de très nombreuses réactions ce soir pour dénoncer cette décision de sortie de l'accord climat de Paris. Et pour certains, c'est un retour à l'isolationnisme américain. Le président des États-Unis juge l'accord trop coûteux pour son pays. Il a par ailleurs précisé qu'il voulait travailler à un meilleur deal, dit-il, dans l'intérêt des États-Unis. Si nous y parvenons, tant mieux, sinon, tant pis, a-t-il ajouté. Voilà pour cette information. Nous allons l'analyser tout au long de la soirée avec de nombreux spécialistes qui vont nous rejoindre. En attendant, je vous présente mes invités pour évoquer l'actualité politique française. Elle est également très riche. L'éditorialiste Hélène Pilichowski, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Dabi nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Adrien Abécassis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. C'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous avez été conseiller études et opinions auprès de François Hollande. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne et auteur du livre La fin de la com, paru aux éditions du CERF. Avant de parler de l'actualité politique française, de ce qui nous a occupé aujourd'hui, votre réaction ce soir à cette décision? C'est vrai que ce n'est pas une surprise, Frédéric Dabi, mais ça va être très lourd de conséquences. On voit déjà les très nombreuses réactions venant du monde entier, en particulier aussi de la France. C'est un signal très fort qui a été donné. Oui, c'est un acte très fort, ce n'est pas surprenant, vous avez raison de le dire. Il l'avait annoncé pendant sa campagne électorale avec le claim America First. Il y avait quand même un petit suspense. On a vu toute une série de revirements depuis ses premiers mois de mandat. Le dernier qui date d'aujourd'hui ou d'hier, le refus finalement d'installer l'ambassade des États-Unis, la transférer de Tel Aviv à Jérusalem. Il n'a pas tenu sa promesse de campagne. Mais là, c'est fort. La conséquence majeur pour les États-Unis, c'est ce retour à l'isolationnisme qui fleure bon les années 20 d'entre-deux-guerres. Et puis, pour l'Europe, c'est plus que jamais peut-être un resserrement des liens entre les pays européens. Il y a eu récemment des phrases très fortes d'Angela Merkel qui a parlé de l'Europe qui maintenant doit avoir son destin en main, dans le contexte où pour la première fois, il y a un couple franco-allemand, la première fois depuis peut-être Mitterrand-Kohl, qui a l'air d'être sur la même ligne. Et donc, dans ce cadre-là, alors, positivons peut-être cette annonce. Je n'ai pas à dire si elle est bonne ou mauvaise, mais elle va sans doute contribuer à un resserrement encore plus fort, une intégration plus forte en Europe. En termes de communication, Arnaud Benedetti, les mots qui ressortent après cette décision ce soir, c'est fermeture, isolationnisme, retour en arrière, America First, c'est le cas ce soir. Oui, enfin, America First, c'était un slogan aussi qui a été utilisé par Ronald Reagan dans les années 80. Donc il s'inscrit aussi dans cette tradition très conservatrice. Mais est-ce que c'est un retour à l'isolationnisme? On verra par la suite dans la logique diplomatique américaine. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait quand même des débats à l'intérieur de l'administration américaine. Sa fille, notamment, était opposée à cette sortie. Donc on voit que, en l'occurrence, il n'a pas été, pour une fois, imprévisible. Il est conforme à ce qu'il a annoncé durant toute la campagne et, comme diraient les publicitaires, il respecte son fond de marque, le fond de marque qui était le sien, et donc il est logique et cohérent. Ensuite, bien évidemment, les conséquences politiques pour les Européens, c'est peut-être une mobilisation. Son administration était divisée, sa fille notamment, son gendre, à l'opposé, son conseiller, qui est un point important, nationaliste, son conseiller nationaliste, Steve Bannon, le poussait dans ce sens-là. Il n'y a pas eu de surprise, Hélène Pilichowski. Il y avait un petit espoir, quelque part. Il y avait un espoir, parce qu'il a soufflé le chaud et le froid lors du G7. Exactement, et on avait l'impression peut-être que pour Emmanuel Macron, ça aurait été une surprise divine venue d'outre-Atlantique, parce qu'on se disait, après tout, presque Emmanuel Macron lui en a touché quelques mots et l'aurait peut-être convaincu, ça aurait été extraordinaire. Mais bon, je crois que vis-à-vis de ses électeurs, vis-à-vis des électeurs, ce qu'on appelle les petits blancs là-bas, qui croyaient énormément en cette affaire, il a tellement fait sa campagne en expliquant que les États-Unis allaient cesser de financer le monde entier dans un tas de domaines, en disant les États-Unis, les habitants ici ont des difficultés, moi je suis là pour leur ramener dans... Voilà, alors, on va rappeler que cet accord, il a été négocié, il a été conçu, il a été vraiment même porté. C'était sous le quinquennat de François Hollande. C'était terrible, très long, par Laurent Fabius, bien sûr. Évidemment, et Nicolas Hulot, d'ailleurs, Adrien Abécassis, c'était au moment où vous n'étiez pas au cœur de cette machine-là, en charge évidemment de ce dossier. Mais j'imagine que pour tous ceux qui l'ont porté, accompagné lors du quinquennat précédent, c'est un terrible désaveu aujourd'hui, échec.
un désaveu ou un échec, je ne sais pas, parce que c'est une décision qui ressort du président Trump et de lui seul. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une décision qui ne sera pas sans conséquences, y compris sur la vision que les gens ici en France peuvent avoir de ce qui se passe dans le monde. On sait qu'ils ont une vision du monde qui est instable, insécurisant, potentiellement dangereux. L'environnement peut être une menace, cette décision-là, alors qu'on voyait depuis l'élection d'Emmanuel Macron une sorte de regain d'optimisme dans l'opinion française sur enfin est-ce qu'on va pouvoir regarder l'avenir un petit peu plus sereinement. C'est évidemment pas le seul sujet qui existe dans la tête des gens, mais c'est un sujet quand même, l'environnement. Dans quel monde on vivra dans 10 ans, dans 20 ans, évidemment, sachant que le poids des États-Unis dans un accord comme ça. Juste une question avant de venir à notre sujet de l'actualité politique française. Frédéric Dabi, vous menez des enquêtes d'opinion en France, mais aux États-Unis, est-ce qu'on sait quelle a été l'évolution de l'opinion ? Par exemple, on a vu que les industriels américains ont évolué sur la question du climat, de l'environnement. Ils ont vu qu'il y avait des opportunités en termes de transition énergétique. Est-ce que l'opinion publique aussi est, j'allais dire, plus en avance peut-être que son président ? Alors, je ne suis pas un spécialiste d'opinion publique américaine, mais le phénomène que j'ai vu pendant la campagne américaine, qui est un phénomène analogue à celui en France, il y a d'un côté une difficulté des Américains et donc des Français également de se projeter sur la méta-écologie. Et c'est vrai que l'accord sur le réchauffement climatique, même s'il a été bien perçu, même s'il a été mis au crédit de François Hollande, il n'a rien changé à son destin électoral. La méta-écologie est beaucoup moins bien perçue, ressentie, compris que l'écologie de la quotidienneté, ce qui se passe dans son jardin. Et on voit très bien que la sensibilisation de l'opinion publique concerne plutôt cette écologie de la quotidienneté, le tri des déchets, l'alimentation et tout ce qui touche le lien entre l'environnement et la santé. Pour l'instant, avec le retrait qui vient d'être annoncé, sans doute le lien environnement-santé sera relativement ténu. Mais c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup d'importance dans les opinions publiques occidentales, voire peut-être américaines. Et on verra tout au long de cette soirée et puis dans les prochains jours les conséquences. On va en parler tout à l'heure avec de nombreux spécialistes des États-Unis et des économistes aussi, parce que c'est l'un des arguments qui a été justement mis en avant par Donald Trump pour se retirer de cet accord climat, qui nous rejoindront tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité en France, c'est un projet de loi pour la confiance de la vie démocratique. C'est l'un des grands chantiers du quinquennat qui était appelé d'ailleurs la moralisation de la vie publique, l'objectif étant de tenter de resserrer les liens avec les citoyens. François Bayrou en a dévoilé les détails, on va en parler bien sûr, mais tout cela intervient aussi sur fond d'affaires Ferrand qui prend une tournure judiciaire avec l'ouverture d'une enquête préliminaire. On voit tous ces détails avec Julie Hulin. C'est un rebondissement de taille. Jusqu'ici, la justice se refusait à traiter le dossier Richard Ferrand. Mais ce matin, le procureur de la République de Brest a visiblement changé d'avis. J'ai décidé de saisir ce jour la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes d'une enquête préliminaire. En déplacement à Lorient ce matin, Emmanuel Macron a décidé de ne pas réagir à cette affaire. Alors que François Bayrou, qui annonçait pourtant les contours de la loi sur la moralisation de la vie publique, a botté en touche. Je respecte la décision du parquet et je protège son indépendance. Et donc, c'est cette enquête qu'il faut attendre. Je ne préjuge pas du résultat de l'enquête. De son côté, Édouard Philippe a affirmé pour la deuxième fois de la journée son soutien à son ministre. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. À 10 jours des législatives, cette affaire vient ternir le début d'un quinquennat qu'Emmanuel Macron veut exemplaire. Détail du projet de loi pour la confiance dans la vie démocratique. Mais d'abord, Hélène Pilichowski, la position du gouvernement ne change pas évidemment. La ligne rouge reste la mise en examen. Ce n'est pas le cas pour le moment. Il y a simplement une ouverture d'enquête préliminaire. Malgré tout, l'exécutif il ne peut plus parier sur l'essoufflement du feuilleton. Avec cette enquête, il y a possibilité qu'il y ait ce feuilleton. Oui, non, mais bien sûr. Et puis la presse s'en occupe parce qu'on a vu quand même que le président de la République trouvait même un peu excessif la mobilisation des journalistes contre son ministre, Richard Ferrand, qui est quand même un des plus proches du président de la République. Donc, moi, je pense que Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a dit qu'il était enchanté, ravi, que c'était une bonne nouvelle, je crois, cette nouvelle de l'ouverture d'une enquête préliminaire. Oui. On oublie l'aspect moral. La sortie voilà, du parce que, bon, on confie
confie à la justice qui relève de la justice, finalement. On n'est plus obligé nous-mêmes de nous rendre justice. On voit très bien que tous les jours... Vous avez remarqué quand même que Le Monde, ce journal, ce quotidien de référence en France, a fait ses 3 unes. C'est le 3e soir, si vous voulez, où la une entière, le grand bandeau d'ouverture du journal est consacré à l'affaire Ferrand. Vous ne pensez pas que c'est un peu too much? Enfin, en tout cas, ça montre bien, si vous voulez, l'importance et la pression médiatique qui tourne autour de cette affaire. Les journalistes ont envie de ça, on le sait, et en plus, ils ont un relais... Pour leur travail. Comme on dit, mais il ne faut pas que ça. On ne parle plus du chômage, on ne parle plus de rien. On le fait, en France, on ne parle plus que de ça. Le Monde n'a pas d'autres sujets importants. La faute à la presse, la faute choisit de s'intéresser à ça, de mettre la pression. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous avez votre avis, allez-y, oui. Moi je le donne, voilà, c'est tout. Et je pense que vous êtes là pour ça. Mais absolument. Et je pense que quand on se réfère toujours à l'exaspération de la population, il y a effectivement une exaspération sur certains sujets, mais pas entièrement là-dessus. De quoi ont envie aujourd'hui les citoyens français? C'est de voir que peut-être le nouveau président va réussir, qu'il va y avoir des améliorations dans leur quotidien, dans leur vie, sur un certain nombre de fronts. C'est très juste, sauf que Frédéric Dabi, même si ce n'était pas l'une des plus grandes attentes, ce projet de moralisation de la vie publique, il compte quand même. C'était un projet attendu parmi d'autres par les Français. Je dirais que c'est un sujet pour les Français, parce qu'il y a eu cette campagne présidentielle par rapport à laquelle beaucoup de Français nous ont dit dans nos enquêtes qualitatives, le débat a été escamoté, la campagne a été phagocytée, cannibalisée par ces affaires. On est vraiment rentré dans le débat au moment des débats entre les différents candidats à partir du 20 mars. Et puis il y a une attente maintenant de plus en plus forte de probité, d'exemplarité vis-à-vis des politiques. Et la ligne rouge qui est jusqu'à la mise en examen, tout va bien, ça ne tient plus. Et d'ailleurs, on a vu... François Fillon a été mis en examen, mais Bruno Le Roux n'était pas mis en examen au moment où il a quitté le gouvernement. C'est un sujet important, mais clairement, ce n'est pas le vrai sujet. Là, je rejoins ce qu'a dit Hélène Pilichowski. Les questions économiques et sociales restent des questions majeures. Et c'est sur ça... C'est sur ça que la confiance, puisque ça s'appelle le projet de loi pour la confiance, c'est d'abord la confiance, la capacité à avoir des résultats. La défiance, c'est la déconnexion, c'est l'idée que les politiques ne vivent pas comme nous, c'est l'idée que certains s'en mettent plein les poches, mais ça reste marginal en termes de priorité par rapport à la défiance vis-à-vis du personnel politique, s'agissant de sa capacité à peser sur le cours des choses, et le cours des choses, c'est sa vie quotidienne, c'est l'économique, le social et même parfois l'environnemental. Arnaud Benedetti, rassurez-moi, on peut être ministre efficace et au-dessus, j'allais dire, de tout soupçon. Les deux peuvent aller de pair. Oui, sauf que la question de l'enjeu moral se pose d'autant plus qu'elle a traversé toute la campagne présidentielle et qu'on est évidemment beaucoup plus sensible et beaucoup plus réceptif à cette question, et je crois qu'aujourd'hui l'exigence de l'opinion s'est rehaussée par rapport à des périodes antérieures, et où on voit bien que la question ne se pose pas qu'en termes de légalité, parce que si elle se posait qu'en termes de légalité, à la limite même le problème Fillon et le problème aujourd'hui Ferrand n'en serait pas un fondamentalement, enfin en tout cas dans l'état actuel de la connaissance que nous avons de ce dossier. La vraie question, c'est l'exigence morale. Et par rapport aux questions économiques, quand vous avez une situation économique qui est bonne, quand vous avez une situation économique avec une croissance, quand vous avez un taux de chômage qui est faible, bien évidemment, la question morale se pose moins. Mais quand vous êtes dans une situation économique où vous avez des gens qui souffrent, où vous avez un certain nombre de zones périphériques qui sont en difficulté, eh bien, l'exigence morale, elle est bien évidemment beaucoup plus forte. Et je crois qu'en effet, il y a une corrélation très forte entre la situation économique et les attentes morales de nos concitoyens. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, la question morale, c'est quand même une question qui est essentielle. Et on est aussi dans un processus, je crois, qui est tout à fait nouveau. On est dans une sorte de révolution morale. Et la révolution morale, on peut tout dire, mais à un moment donné, la difficulté des révolutions, c'est que les révolutions, elles peuvent dévorer leurs enfants, leurs propres enfants. Et toute la campagne, et toute la campagne qui a été quand même menée par Emmanuel Macron durant la présidentielle, c'est une campagne qui s'est basée, notamment en opposition à François Fillon, sur la question de la moralisation. Et évidemment, l'accident Ferrand, eh ben, il arrive au plus mauvais moment, au moment où en plus le gouvernement va présenter ces trois projets de loi sur la confiance. Oui, vous le dites, ce projet de loi, il vient en réaction de l'affaire Fillon, mais pas seulement, Adrien Abécassis, il vient aussi en réaction à Cahuzac, il vient aussi en réaction à Thévenoud. Quand on voit dans les détails de ce projet de loi qu'on va voir dans quelques instants, on voit bien
en partie que ce projet de loi est en réaction par rapport à tout ce qui s'est passé et que vous avez connu aussi. Oui, et il est même pour moi une réponse à un des ressorts fondamentaux de la campagne d'Emmanuel Macron, dont le message qui a vraiment attiré, ça a été moi je crois en la France, je pense que c'est pas vous le problème, c'est pas vous les Français, la France. Le problème c'est la classe politique. Et si on change la classe politique, on pourra retrouver confiance en l'avenir, on pourra réhabiliter le génie français, on pourra renaître quelque part. D'où l'importance de toute sa rhétorique sur on passe de l'ancien monde au nouveau monde. C'est des mots très forts qu'il utilise à chaque fois. Et donc toutes ces questions de moralisation, de fonctionnement politique. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on est passé de la moralisation à la confiance, parce que la morale, c'est... la sémantique est importante. Oui, ça veut dire qu'on revient à la politique en fait. La moralisation, c'est du registre de l'éthique ou de la morale par définition. La confiance, c'est du registre de la politique. Et on est dans un pays où la politique passe toujours avant la morale, en réalité. Et les questions de moralisation, c'est pas simplement... C'est des questions de fonctionnement politique. D'où l'importance d'avoir ce projet-là, la logique qu'il arrive assez vite. L'importance, je pense que les gens y accorderont, même si c'est vrai, c'est pas le seul sujet, mais c'est un préalable. Parce qu'il faut changer les façons de faire de la politique pour que le reste redevienne crédible. Oui, mais il suffit pas d'imposer des règles et de mettre des tabous et de mettre tout un tas d'interdits, si vous voulez, devant les élus pour avoir de bons élus, de bons députés et un personnel politique qualifié. Et c'est ça dont les Français ont besoin. Et on leur donne l'illusion par des mesures qui ne sont pas tout à fait dénuées de démagogie parfois. Vous savez, quand il va falloir remplir des tonnes et des tonnes de fiches avant d'entrer à l'Assemblée, mais vous avez bien vu, il faut déclarer toute sa descendance, ses enfants, ses maîtresses, ses ci, ses là, ses choses. Ça a été lancé pour les ministres. C'est une sorte de continuation. Ah non, mais il va y avoir des embauches à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que les déontologues vont avoir besoin de collaborateurs. Quand il va falloir répondre à toutes les exigences maintenant du nouveau texte de loi, c'est un peu trop. Je pense que là, il y a quand même un petit peu une réponse un tantinet teintée de démagogie et de populisme, si vous voulez. C'est votre avis. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je crois qu'il y a quand même un problème à un moment donné qui va se poser sur le recrutement du personnel politique. C'est-à-dire qu'à force de mettre des contraintes qui sont des contraintes qui vont jouer comme un véritable effet de censure sur le champ politique, vous allez empêcher un certain nombre de talents et de compétences de rentrer dans le jeu politique. Un exemple, la question des liens d'intérêt. La question des liens d'intérêt, si on suit, en tout cas, les propositions telles que j'ai pu les comprendre, qui ont été faites cet après-midi par François Bayrou, la question du lien d'intérêt est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que des parlementaires qui, professionnellement, devront traiter un problème relevant de leur profession antérieure ne pourront peut-être pas le traiter et devront mettre en place le système de dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les gens compétents dans un domaine ne pourront pas traiter du domaine qui est le leur. Donc, ça peut poser problème. On va s'arrêter quand même, sur ce projet pour voir les détails. Souvent, le diable se cache dans les détails. Il s'appelle donc désormais projet pour la confiance dans la vie démocratique. Quels en sont les contours? On voit tout ça avec Flora Sauvage et on va s'arrêter quand même sur des piliers importants de ce texte. Armé du Code de procédure pénale, le garde des Sceaux a détaillé sa réforme cet après-midi devant la presse. Mettre fin aux privilèges et aux affaires qui gangrènent la vie politique, mais aussi favoriser l'indépendance du parquet, c'est l'ambition du projet de loi de moralisation de la vie publique pour redonner confiance dans notre vie démocratique. Ce que nous voulons, c'est que les règles soient les mêmes, avec les garanties nécessaires pour tous les citoyens, quel que soit leur rôle dans notre vie démocratique. Et pour mettre fin aux privilèges et au régime d'exception, un projet de loi constitutionnelle prévoit la suppression de la Cour de justice de la République et la fin du droit pour les anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel. D'autres mesures concernant les élus seront prises, pas plus de 3 mandats identiques successifs, interdiction des emplois familiaux, les activités de conseil seront encadrées, la réserve parlementaire sera supprimée et sera mis en place le remboursement au réel des frais de mandat. Il s'agit de mettre en place des pratiques et des règles qui préservent les citoyens des abus et leur rendent confiance dans la vie démocratique. Enfin, une refonte du mode de financement de la vie publique va être mise en place avec la création d'une banque de la démocratie qui pourra accorder des prêts aux partis politiques et aux candidats. Autant de mesures qui nécessiteront la convocation du Congrès et la majorité des 2/3 des parlementaires.
On va évidemment poursuivre notre débat sur ce sujet de politique française intérieure. Une information qui nous parvient à l'instant, ce sera tout à l'heure vers 23h, prise de parole du président Emmanuel Macron sur la décision de Donald Trump de sortir de l'accord climat de Paris. Vous pourrez la suivre en direct tout à l'heure sur notre antenne avec de nombreux spécialistes. Nous la commenterons ensemble. Pour le moment, on va rester sur notre débat de politique française qui fait réagir Frédéric Dabi par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes qui pourraient assécher peut-être le personnel politique, mais comment ça se passe ailleurs, dans les pays scandinaves, avec des règles aussi importantes? On a vu la démission d'une ministre pour une utilisation à des fins privées d'une carte bleue à un niveau de 20 ou 25 euros. Mais lorsqu'on voit toutes ces mesures, il y a deux types de mesures. Il y a celles que je réinscrirais dans l'idée d'apurer le passé, d'être comme une réponse, comme l'avaient été les mesures annoncées par François Hollande après l'affaire Cahuzac, à ce qui s'est passé pendant la campagne. La question de l'encadrement des parlementaires, sur l'emploi de leur famille, la réserve parlementaire supprimée, les questions des métiers, des liens avec le Conseil, des prises illégales d'intérêt. Là, c'est clairement, et on voit très bien que la je ne dirais pas que la ficelle est grosse, mais on voit très bien la référence à ce qui s'est passé au cours des derniers mois. En revanche, il y a des mesures beaucoup plus originales, notamment cette banque de la démocratie, la suppression de la Cour de justice de la République qui fait écho à la suppression historique de François Mitterrand en 81, la Cour de sûreté de l'État. C'est vraiment cette attente du peuple de gauche de la suppression des juridictions d'exception qui ont tendance à se multiplier. Là, on a des choses qui sont plutôt nouvelles, et c'est vrai que si je fais encore une comparaison avec le quinquennat Hollande, on oublie qu'en 2012, il y a eu des annonces, mais relativement éparses en termes de moralisation. La baisse du salaire de François Hollande et du Premier ministre, qui avait été plébiscitée. La limitation du cumul des mandats, qui avait été annoncée dès 2012. Mais rien n'a été resté parce qu'on était sur des mesures éparses. Là, on n'a pas un, mais 3 textes. On a une dénomination qui claque, si je peux dire, avec cette idée de passer de moralisation à confiance. C'est en ça que ce texte me paraît être un texte important. Maintenant, je reviens sur mes propos précédents, de là à dire que, et là je partage ce que vient de dire Hélène, ça va tout changer, l'attente majeure des Français est là-dessus, je serais très mesuré. Il y a quand même beaucoup de mesures dans ce projet. Par exemple, si je vous demandais celle qui vous semble la plus audacieuse, la plus nouvelle, il y a le projet évidemment contre les conflits d'intérêts, de nombreuses propositions sur le financement des partis politiques, une révision de la Constitution. Hélène Pilichowski, qu'est-ce qui vous semble le plus efficace pour, entre guillemets, cette moralisation, en tous les cas, cette confiance qu'on doit retrouver entre les politiques et les citoyens? Ce qui touche les citoyens, ce sont beaucoup les questions de profit, des profits que les élus tirent de leur mandat. Si vous voulez, c'est ça qui est très choquant, dans la mesure où les gens sont en difficulté, tous ceux qui travaillent durement pour des rémunérations qui sont parfois extrêmement modestes, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est quand même très fréquent en France, si vous voulez, et qui s'aperçoivent que finalement, quand on est élu, on fait un peu ce qu'on veut avec l'argent qui est avec l'argent public, avec de l'argent public. On peut arrondir un peu cette fin de mois, et c'est l'affaire de François Fillon l'a parfaitement illustré. Donc le texte qui va limiter, si vous voulez, qui va bien encadrer l'embauche des attachés parlementaires, ça c'est quelque chose d'important. Le texte aussi qui va exiger, alors ça, évidemment, ça peut paraître un peu formel et un peu fastidieux, mais que les élus déclarent leurs frais. Avant, ils avaient une enveloppe forfaitaire pour leurs frais, en plus, qui n'était pas totalement imposable. Enfin, il y avait aussi des avantages fiscaux très importants qui vont tomber et aussi avec ça. D'achat de permanence. Voilà, absolument. Donc là, si vous voulez, quand au lieu d'avoir tant par mois pour l'ensemble de ces frais, qui prennent le train ou qui ne le prennent pas, c'est couvert quand même, si vous voulez. C'était en fait un peu une amélioration de leurs émoluments quand même, ces frais. Là, maintenant, je trouve que il va falloir justifier le train, le taxi, le machin, comme on fait tous dans nos journaux, par exemple. Oui. Dans n'importe quelle entreprise. Oui, ou dans les entreprises, bien sûr. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Un exemple, pendant la campagne, il faut se souvenir, pendant la dernière campagne présidentielle, il faut se souvenir que ce qui a le plus heurté les gens dans l'affaire Fillon, en fait, c'était pas l'emploi de sa femme, c'était l'affaire des costumes. Et donc, c'est effectivement la question du rapport à l'argent. Et l'emploi de ses enfants, à des niveaux très élevés en termes de rémunération. Et le salaire, c'est pas le fait de les embaucher, c'est le salaire. Et ça rejoint ce que Frédéric disait. C'est une question de vivent-ils dans le même monde que nous. Et on ne peut pas prétendre représenter les gens si les gens ont le sentiment qu'on vit ailleurs, qu'on n'a pas les mêmes repères qu'eux, qu'on n'a pas conscience de ce qu'est la vie réelle, y compris avec sa difficulté, etc. Donc effectivement, c'est sans doute ces mesures-là qui vont marquer le plus durablement, plus que des mesures de règles d'embauche ou de non-embauche, qui sont importantes. Mais
Mais qui ne sont pas assez palpables, en tout cas assez proches pour les citoyens. Il y a un paramètre qui change énormément, je pense, la perception de la situation, c'est qu'on vit dans un monde de très grande visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, les moyens d'information qui sont les nôtres font qu'un certain nombre de détails de la vie, j'allais dire pratique, des élus arrivent très rapidement sur la place publique, ce qui n'était pas vrai il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je pense que notamment, par exemple, le rôle des réseaux sociaux est tout à fait essentiel dans la façon dont les projecteurs aujourd'hui sont mis sur ce type de situation. On n'est plus dans le même monde au niveau de l'information. Il y a quand même un parallèle qu'il faut faire. Imaginons cette situation sous François Mitterrand. Imaginons François Mitterrand avec les réseaux sociaux et le système médiatique avec lequel nous vivons aujourd'hui. Je crois que nous n'étions pas dans le même contexte. Il y a un autre volet important parce qu'il a aussi marqué cette campagne, c'est l'indépendance des magistrats de la justice. Sur ce sujet, on va écouter François Bayrou. Après son point presse, c'était ce soir aux 20h de TF1. Cette indépendance de la justice, elle est la meilleure garantie, la meilleure arme offerte aux citoyens pour que les choses qui doivent se savoir se sachent s'il y a des choses à savoir. Et je vous assure que pour moi, je n'ai aucune information sur cette affaire. Sur ce sujet, Frédéric Dabi, c'est un sujet quand même, j'allais dire, sensible, évidemment. L'est-il aussi pour les citoyens? C'est un marronnier. Clairement, non. Parce que c'est un marronnier. L'IFOP fait depuis une vingtaine d'années un baromètre de l'image de la justice pour le ministère et maintenant pour l'École nationale de la magistrature. Les critiques majeures adressées à la justice, il y en a deux. Ce n'est plus le coût, parce qu'il y a maintenant l'aide juridictionnelle, c'est elle n'est pas assez rapide à être lente et surtout, elle n'est pas la même pour tous, selon que vous soyez, que vous serez puissant ou misérable. C'est les deux critiques majeures. Les questions sur l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique ne génèrent pas le même niveau d'attente. Il faut quand même rappeler, Hélène Pilichowski, le calendrier, il est important. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que ce projet de loi il va arriver. Il doit être débattu au Parlement, discuté, peut-être modifié. Et puis, il viendra plus tard. Il va peut-être concerner l'autre, je vais dire l'autre, pas génération de parlementaires, mais ceux qui vont venir après le quinquennat. Oui, je pense qu'il y a... Mais je pense que le président de la République a quand même exprimé le souhait et la volonté de vouloir aller vite, hein, dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans ce domaine-là, mais c'est pour ça qu'il considérait que c'était tellement important que ça devait être le premier texte qui arrivait effectivement avant même que l'Assemblée soit formée. Donc je pense que, mais enfin, il y a quand même des contraintes que je ne connais pas toutes parfaitement, mais il faut un certain temps pour les... Et puis c'est difficilement, enfin c'est compliqué, c'est pas difficile, c'est difficilement applicable, c'est compliqué à mettre en place parce que ça touche des tas d'organisations de l'État. Ça va être très très long. Comme une banque de la démocratie, ça se met pas en place en 2 minutes quand même. C'est sûr. Adrien Bécassis, vous qui avez été conseiller auprès de François Hollande, est-ce que ce projet de loi, c'est celui qu'il aurait peut-être rêvé de faire? C'est celui qui va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'il avait esquissé? Et c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Il y avait certaines dispositions dans ce projet de loi, notamment l'indépendance de la justice, qui avait été tentée dans le quinquennat précédent, mais qui nécessite une révision constitutionnelle. On ne l'a pas encore dit, François Bayrou y avait insisté dans sa conférence de presse. Le projet de loi n'est pas un bloc, il va être fait en plusieurs étapes, parce qu'il y a une partie constitutionnelle qui va donc nécessiter soit la convocation d'un congrès, soit un référendum. Donc c'est quelque chose d'assez lourd dont on va entendre parler. Le quinquennat précédent, ces mesures avaient achoppé au Congrès. Il n'y avait pas eu de référendum. C'est peut-être qu'on va devoir à nouveau se poser la question d'un référendum pour ça. Par exemple, juste un exemple. Par exemple, le fait que les anciens présidents de la République ne vont plus siéger d'office au Conseil constitutionnel, c'était un souhait de François Hollande, mais qui n'a pas pu effectivement mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas eu la convocation du Congrès. C'est pas passé dans une réforme constitutionnelle. Mais c'est son idée à lui. Oui, sur ce sujet, pour basculer, j'allais dire, dans l'autre actualité majeure de la soirée dans quelques instants qui nous vient des États-Unis. Encore un mot, Arnaud Benedetti, parce qu'il y a le fond et puis il y a la forme, il y a la communication. Quand vous avez tous parlé tout à l'heure de confiance, la confiance, elle ne se décrète pas. Or, c'est un projet de loi pour la confiance dans la vie démocratique. C'est vraiment un travail, un défi de long cours, un chantier de long cours. C'est très intéressant en termes de séquence sur le plan médiatique parce qu'on peut penser que cette annonce de François Bayrou cet après-midi vient d'une certaine façon, on verra par la suite, effacer l'effet un peu
désastreux de l'enquête préliminaire lancée contre... Désastreux sur le terrain et en matière de rapport de force électorale législatif, on ne voit pas... Sur le plan médiatique, j'entendais sur le plan médiatique. Après, on verra la traduction, en effet, au niveau des élections et au niveau des sondages, qui, je crois, à mon avis, sera faible parce qu'il y a une forme de lassitude de l'opinion. Pour l'instant, il n'y a rien dans les sondages. De ces questions-là. Mais je crois qu'il y a une séquence médiatique, en effet, qui est intéressante. Parce que cette séquence médiatique, avec ces annonces de François Bayrou, permet en tout cas d'écarter, pour un temps, ça va très vite aujourd'hui, les séquences médiatiques se succèdent à une vitesse telle que, je veux dire, tout est très vite dépassé. Mais en tout cas, ça permet en tout cas d'écarter quelque peu, au moins pendant quelques heures, cette difficulté. Merci, on aura l'occasion d'y revenir sur ce projet donc, qui prendra plusieurs mois. Merci pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous dans quelques instants. C'est la suite de votre émission sur la décision majeure de Donald Trump sur l'accord du climat. Il y a de très nombreuses réactions ce soir pour dénoncer cette décision de sortie de l'accord climat de Paris qui avait engagé des centaines de pays. Pour certains, je vous le disais tout à l'heure, et on va poser la question à nos invités, est-ce vraiment un retour à l'isolationnisme, à une fermeture, à un repli des États-Unis sous la présidence de Donald Trump? En tous les cas, le président américain a jugé que l'accord était trop coûteux. Il veut le renégocier, mais ça va être des modalités qui seront très compliquées. On va en parler, restez avec nous. Il y aura aussi la déclaration, les propos du président Emmanuel Macron à suivre en direct, et c'est juste après une courte pause. À tout de suite. Il y aurait deux France, la France des villes et la France des champs. On le sent bien l'écart quand nous, les campagnards, on vient en ville. On est loin des grandes villes ici, on est un peu paumé, il n'y a pas de moyens de communication, pas de gare, pas de bus. Dans les campagnes, dans les toutes petites villes comme ici, vous n'avez plus que des seniors. Y aurait-il une France oubliée par les politiques et condamnée aux difficultés? Dans cette émission, nous donnerons la parole à cette France invisible et de moins en moins silencieuse. Tous présidents, demain à 17h30 sur Public Sénat. Qui gouverne en France dans l'ombre de la République? Quel est le poids réel des conseillers de cabinet face à des politiques qui n'auraient pas toujours les moyens de mettre en œuvre leurs convictions? Alors, le pouvoir des collaborateurs de ministère, est-ce une réalité ou un fantasme? On en débat à la suite du film Ces conseillers qui nous gouvernent dans un monde en doc. Un monde en doc, samedi à 22h sur Public Sénat. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour évoquer cette importante actualité ce soir avec la décision de Donald Trump de quitter l'accord climat. Et puis, les conséquences en cascade. Déjà ce soir, de nombreuses réactions dans la classe politique française, mais pas seulement. C'est à l'international. Alors, quels effets sur la suite? Quelles conséquences? Et puis, quelles sont les motivations réelles du président américain? Qui l'a vraiment influencé? On sait que son administration était vraiment divisée sur ce sujet. On va accueillir nos invités. Bonsoir à vous, Gérald Olivier. Bonsoir. Spécialiste de la politique américaine, auteur de nombreux ouvrages. Avec nous également Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef auprès d'Alternative économique. Ça va être intéressant d'insister sur l'aspect économique parce que, dit-on, c'est l'un des piliers qui aurait motivé la décision de Donald Trump. Et toujours avec nous, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Arnaud Benedetti, qui est spécialiste en communication. D'abord, Gérald Olivier, on voit que les réactions viennent de partout. Est-ce que c'est selon vous une demi-surprise? Parce qu'on avait dit qu'il avait soufflé le chaud et le froid lors du G7, ou est-ce que ce soir c'est vraiment un coup de massue terrible pour des centaines et des centaines de pays? Peut-être un coup de massue pour eux, mais ce n'est pas du tout une surprise. L'annonce était attendue, elle avait été repoussée. Dans sa campagne électorale, le président Trump avait très nettement fait savoir ce qu'il pensait de l'accord de Paris, et il n'en pensait pas beaucoup de bien. Lors de son discours des 100 jours, le 29 avril, il avait répété ce qu'il avait dit dans la campagne. Donc la décision d'une sortie unilatérale était relativement attendue. Le suspense est venu du fait qu'on avait d'abord indiqué qu'il communiquerait sa décision à l'occasion du G7, puis qu'elle allait venir après le G7, et puis la semaine dernière, il a dit qu'elle viendrait
à la date d'aujourd'hui. Donc il a un petit peu fait durer le suspense. Pendant ce suspense, il y a pas mal de fuites. C'est un des problèmes de la Maison-Blanche. D'ailleurs, problème ou pas problème, on peut en débattre. Mais il y a évidemment énormément de fuites. Donc on a su qu'il y avait deux camps derrière lui. Il y avait le camp de M. Bannon et de M. Pruitt, qui est le directeur de l'Agence de protection de l'environnement, qui était en faveur d'un retrait. Et puis il y avait le clan, on va dire, un petit peu familial et des conseillers diplomatiques, dont M. Tillerson d'ailleurs. Et clan qui est également alimenté par un certain nombre de chefs d'entreprise des milieux de l'énergie et qui sont liés au sujet, qui étaient plutôt pour un maintien, avec différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir d'ailleurs un petit peu plus tard ce soir. Mais la décision du président, son sentiment propre était déjà connu et il n'a fait que le confirmer aujourd'hui. Et dans sa déclaration, il l'a confirmé, comme vous l'avez dit, avec des arguments économique chiffré sur le fait qu'il n'était pas dans l'intérêt économique des États-Unis de rester au sein de cet accord. On va parler de ces arguments économiques, mais je voudrais quand même rester encore sur le signal très fort politique ce soir. Est-ce que vous estimez que c'est un reniement, un retour en arrière? Ce sont pas un reniement de sa campagne, c'est-à-dire un reniement déjà par rapport quand même à l'accord qui a été signé, même si c'était la signature du président américain précédent. C'est un accord qui n'engageait personne. C'est un accord qui avait été extrêmement contesté à l'époque. C'est un accord qui avait été négocié par l'administration américaine et le précédent président, qui avait bien pris soin de contourner le Sénat. Vous savez que quand les États-Unis signent un traité international, de par la Constitution, ce traité doit recevoir the advice and consent, c'est-à-dire l'assentiment du Sénat avec une majorité des 2/3. Il était évident que cette majorité, elle n'aurait jamais été atteinte pour cet accord. Donc on n'avait pas parlé de traité, mais on avait parlé d'accord international, ce qui avait permis à l'administration de le signer sans que les élus et les représentants du peuple soient consultés. À l'évidence, ça n'avait pas plu à tout le monde. Et donc cet accord n'engageait que l'administration précédente. Et durant la campagne, le président Trump, enfin le candidat Trump à l'époque, avait clairement laissé savoir que lui se retirait de cet accord d'une façon ou d'une autre. Les modalités, on va voir lesquelles il choisisse, mais qu'il renierait un engagement qu'il n'avait pas signé. On va l'écouter ce soir, parce qu'il y a eu plusieurs phrases, dont celle-ci. Si nous y arrivons, tant mieux, dit-il, à renégocier. Sinon, tant pis. Voilà, passé. La parenthèse sera fermée. On va écouter le président américain ce soir. Afin de respecter mon devoir de protéger le peuple américain, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Nous en sortons, mais nous allons recommencer à négocier et voir si on peut obtenir un nouvel accord qui soit meilleur. Et si on peut, c'est très bien. C'était très intéressant tout à l'heure d'écouter le propos liminaire, Guillaume Duval, du président américain, parce qu'il y a tout un propos pour expliquer pourquoi en fait il agit ainsi pour protéger, dit-il, les citoyens américains qui ne doivent pas, et je reprends son expression, payer les pots cassés. Par rapport à cet accord, il estime qu'ils auraient à payer justement des dégâts trop importants, notamment économiques. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ? Il est très contesté d'abord aux États-Unis. Une des raisons qui fait qu'il est en retard par rapport à son degré d'avancement, par rapport à ce qu'il avait prévu pour se retirer de cet accord, c'est notamment qu'il y a 1000 chefs d'entreprise américains qui ont fait une déclaration commune pour demander au président de renoncer à sortir de l'accord de Paris. Donc il y a toute une partie de l'économie américaine qui, au contraire, est en train de se reconstruire autour de l'après-carbone. C'est notamment le cas en Californie, c'est notamment le cas de Tesla, des voitures électriques, etc. Les États-Unis étaient en bonne position jusque-là pour prendre des positions significatives sur le terrain de l'économie post-carbone. Là, avec sa politique, Donald Trump risque de leur faire perdre des positions, et c'est ce qui inquiétait tous ces chefs d'entreprise. Alors après, le problème qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, les décisions du niveau fédéral
en tout cas sur ces matières-là, ne sont pas forcément déterminantes. La Californie, c'est 39 millions d'habitants, c'est la 6e économie du monde. Ils ont décidé, ils ont mis en place des normes très strictes pour les automobiles. À partir de 2025, on doit doubler l'efficacité énergétique des automobiles par rapport à aujourd'hui. La Californie s'est engagée à avoir 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90 en 2030. Ils sont engagés à avoir 100% d'électricité renouvelable en 2045. La Californie est suivie sur ces normes, en particulier pour les voitures, par 12 autres États. Ça représente 130 millions d'Américains, un tiers, et le tiers utile en fait, le tiers où il se passe quelque chose, des États-Unis. Donc le fait que M. Trump veuille s'en retirer, et de toute façon ça va prendre encore un certain temps, n'aura sans doute qu'un impact extrêmement limité, heureusement, sur ce qui va se passer aux États-Unis, en particulier sur le terrain économique. Alors, il y a l'argument économique. On va vraiment essayer de parler du fond, de la forme aussi, Arnaud Benetti, parce qu'elle a son importance, la forme. Regardez la une de Libération demain. Je parlais tout à l'heure, je rappelais le slogan de campagne de Donald Trump, c'était America First. Regardez cette une de Libération demain. Goodbye America, avec, vous le voyez, cette grosse tache qui est en train d'envahir la une. Et puis ce soir, son prédécesseur Barack Obama qui a immédiatement réagi en affirmant qu'avec ce retrait, Donald Trump rejette l'avenir. On imagine qu'il y a aussi une donnée de politique intérieure. Donald Trump veut peut-être sans doute aussi détricoter tout ce qu'a fait Barack Obama. Est-ce qu'on a là deux présidents, peut-être une vision un peu binaire, mais qui s'opposent vraiment dans tout? Donald Trump, Barack Obama, et on le voit vraiment pour cet accord climat. Ce qui est intéressant, c'est les mots qu'il a employés. Il a parlé de protection et de négociation. Donc protection, il est clairement dans le logiciel politique qui est le sien et qu'il n'a jamais cessé finalement, je veux dire, de décliner. Et négociation, c'est quand même, c'est l'homme du deal aussi. C'est-à-dire qu'il ferme la porte, mais il laisse quand même une petite marge de manœuvre au cas où. Ça, je crois que c'est important, en tout cas sur le plan sémantique et sur le plan de la communication. Sur le plan historique, c'est très intéressant. Moi, ça ça évoque un événement important dans l'histoire des États-Unis où il y a eu un retournement comme ça complet. Sur le plan diplomatique, c'est 1916 et 1917. 1916, le président Wilson se fait élire, on l'a oublié, sur une ligne isolationniste. Un an plus tard, il va être obligé de convaincre son opinion publique. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les métiers de la communication vont naître pour une grande partie, les métiers de la communication politique. Il va lancer les États-Unis sur les champs de bataille en Europe. Oui, c'est vrai, j'avais pensé aussi à cette référence, parce que l'isolationnisme, c'est d'abord la non-intervention américaine de 14 à 17 et de 39 à 41 en plus, qu'on lui impose. Ce qui est très très intéressant, le Goodbye America, c'est peut-être Hello Europa, si je puis dire, comme contrepartie, puisqu'il y a eu les mots, on en parlait tout à l'heure d'Angela Merkel, qui parle maintenant d'Europe qui doit prendre elle-même en charge son destin. Il y a, quand on connaît les liens ou le parapluie américain sur l'Allemagne, il y a une vraie rupture, alors pas seulement sur cet accord sur le climat, mais sur ces 5 premiers mois de Donald Trump. Et tout cela pourrait pousser vers plus d'Europe. Dans le contexte où le couple franco-allemand a l'air uni, très fortement uni pour la première fois depuis Helmut Kohl et François Mitterrand. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est rarissime qu'un président qui a quitté le pouvoir, en l'occurrence Barack Obama, s'exprime autant sur la politique menée par son successeur. On a l'impression d'ailleurs qu'il n'est pas parti, tellement il s'exprime. Vous entendez, Gérald Olivier, cet argument, et Guillaume Duval. D'accord, Donald Trump, il a tourné le dos à l'Europe, peut-être sur la défense militaire, on va le voir. Là, sur le climat, c'est frappant. Eh bien, l'Europe, ça va être un électrochoc. On va pouvoir se ressouder, retrouver le fameux couple franco-allemand. Est-ce que cet argument, il est... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Pourquoi ? D'abord parce que Donald Trump n'a pas tourné le dos à l'Europe. Donald Trump demande que chacun remplisse ses engagements. Ça paraît la base. Ça paraît étonnant que des États signent des bouts de papier qu'ils ne respectent pas derrière. Et d'ailleurs, ce qui est frappant dans cet accord sur le climat, c'est qu'on n'avait absolument rien de contraignant. Si le sujet, c'est vraiment la santé de la planète et l'avenir du climat, c'est pas l'accord de Paris qui allait changer quoi que ce soit. Quand vous avez le pollueur numéro 1, quand vous avez le premier pays en termes d'émissions de carbone qui n'a rien à faire d'ici 2030, alors que les autres, eux,
sont contraints à réduire leurs émissions, on est dans l'absurdité la plus complète. Donc la Californie donne un très bon exemple. Vous n'êtes pas d'accord, Guillaume Duval ? La Californie donne un très bon exemple. Mais le fait que la Chine n'ait absolument pas à contrôler ses propres émissions avant 2030 était quand même une limite majeure à la capacité de cet accord à faire qu'on ait le moindre résultat sur le climat. Dans son allocution de ce soir, M. Trump, à la fin, le président Trump, a déclaré que si l'accord de Paris était respecté dans sa totalité, on gagnerait 0,2 degrés en moins quant à la progression des températures globales d'ici un siècle. C'était tout à fait mineur, à condition que l'ensemble du traité ou de l'accord ait pu être respecté, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y a aucun mécanisme de contrôle. Guillaume Duval, je vous vois absolument en désaccord avec votre voisin. Pourquoi ? Assez effondré, oui. Pourquoi donc ? Non, parce que c'est vrai que cet accord, il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus contraignant, beaucoup plus fort, etc., pour avoir un effet majeur. Mais il avait le mérite au moins d'exister. Et le fait de le défaire ne va certainement pas améliorer la situation du climat à l'échelle mondiale. Mais simplement, justement, ce qu'on espérait, c'était pouvoir, en 2018, faire le point et faire prendre des engagements plus contraignants à chacun des États membres en mesurant effectivement les effets potentiels des engagements pris par les uns et par les autres. Mais simplement, je voulais revenir sur votre point de départ, sur Europe-États-Unis. Oui, il y a sur ce terrain-là, sur d'autres terrains aussi, mais sur ce terrain-là, une différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis, c'est que l'Europe, c'est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et comme c'est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, c'est nous qui avons épuisé le plus les énergies fossiles sur notre territoire. Donc si nous, on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique en Europe, c'est pas simplement le climat dans 50 ans qui sera dégradé, c'est pas simplement nos petits-enfants qui auront plus quelque chose pour vivre, etc. C'est tout de suite l'Europe qui sera pénalisée parce que dès que l'économie mondiale repartira, les prix des énergies fossiles monteront et c'est de l'argent qu'on devra donner aux autres. Donc pour nous, la transition énergétique, le fait de tenir là-dessus, d'accélérer maintenant, c'est absolument essentiel, non seulement pour le climat mondial, mais pour la préservation de notre modèle social. Et justement, une des catastrophes qui résultent de la politique d'austérité qui a été menée en Europe ces dernières années, c'est que justement, on a arrêté. L'Europe est en train de prendre du retard sur la transition énergétique et est en train de perdre son leadership sur ces matières-là. L'an dernier, on a investi 2 fois moins qu'en 2011 sur les énergies renouvelables en Europe. L'Espagne s'est arrêtée, le Portugal s'est arrêté, la Grèce s'est arrêtée, etc., etc. Donc oui, on n'est pas dans la même situation que les États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont du pétrole, du gaz de schiste, ils ont du charbon, etc. Et c'est une partie de la base du discours de Trump, de dire il faut donner du boulot aux mineurs de charbon, etc. C'est plus tellement un problème en Europe, sauf un peu en Pologne. Et là-dessus, oui, on a des intérêts et des situations de départ qui sont divergentes. Vous parlez de nos intérêts européens. Il y a encore un acteur, je voudrais quand même qu'on insiste sur cet acteur-là, parce qu'il est très important, Arnaud Benedetti. Rappelons que quand même, ce soir, cette décision, c'est une déflagration qui intervient 18 mois après l'accord historique dont Pékin et Washington, sous la présidence de Barack Obama, avait été les artisans. Parlons de la Chine, et l'Inde. Parlons d'abord de la Chine, elle s'était beaucoup investie. Est-ce qu'on peut penser aussi que si Donald Trump se retire, il y a une place de leadership pour le président chinois à occuper aussi sur ce terrain-là ? Oui, vraisemblablement. Il peut y avoir de nouveaux équilibres. Ce qui est très intéressant quand même, l'accord de Paris, c'était un acte de communication, mais au sens, j'allais dire, quasiment anthropologique, c'est-à-dire un acte de négociation. Parce que la communication, c'est ça d'abord, avant d'être de la com, c'est de la négociation. Et on voit bien, parce que derrière, les outils, les mesures de contrainte étaient relativement faibles, et personne n'était dupe quand même sur les limites aussi politiques de l'accord. Mais par contre, l'accord, il posait un acte de communication. Et c'est d'une certaine façon cet acte de communication, cet acte de négociation que Trump donne l'impression de détricoter aujourd'hui. Et la politique, c'est aussi beaucoup du symbolique. Et on voit que cette perte de symbole, en effet, elle était attendue. D'ailleurs, elle était assez attendue, parce que quand même, ça fait 24 heures, 48 heures, et puis les déclarations de Trump durant sa campagne, je veux dire, laissaient quand même préjuger, malgré le côté imprévisible du personnage qui irait jusqu'au bout. En plus, il y a un fait qui est extrêmement important, c'est qu'il a une opinion publique qui, sur ce sujet-là, semble plutôt le soutenir. Donc,
donc, il s'appuie aussi sur son opinion publique pour légitimer l'acte qu'il pose ce soir. Vous avez dit un acte symbolique fort. Essayons de revenir 18 mois en arrière, Frédéric Dabi, quand il y a eu cet accord dont on rappelle quand même les fragilités. Il ne faut pas aussi se leurrer et dire que c'était un accord qui était figé dans le marbre et que tout était résolu. Ce n'est pas du tout le cas. Comment il avait été perçu déjà au sein de l'opinion publique française? Comment il a été accepté? Alors, il avait été perçu d'une manière très positive. D'une part, du point de vue du contexte qui n'avait rien à voir avec le réchauffement climatique, cet accord, c'est 15 ou 20 jours après les drames du 13 novembre 2015, où on a vu le Concert des Nations venir à Paris, montrer, c'est une sorte de 11 janvier 2015 bis, montrer le soutien de l'international vis-à-vis de la France, vis-à-vis du drame qu'avait connu le pays. Et puis, il y avait aussi, comme ça a été très bien dit, ce sentiment de négociation, de progression et finalement d'un accord, quand bien même il était peu contraignant, quand bien même les conséquences étaient mal perçues par l'opinion. Ça a clairement été mis au profit, au bénéfice de François Hollande et du gouvernement. Rappelons quand même, alors ceci n'explique pas cela, c'est que les élections régionales ont été pour le camp de François Hollande beaucoup moins catastrophiques que prévu et beaucoup moins mauvaises que les autres élections intermédiaires du quinquennat. Je fais référence aux municipales, aux européennes et aux départementales qui, là, avaient été catastrophiques pour la gauche. François Hollande qui réagit ce soir et l'ancien président qui affirme que ce qui s'est passé à Paris, donc avec cet accord, est irréversible. C'est la question, Gérald Olivier, parce que pour certains, une fois qu'ils ont apposé cette signature sur l'accord de Paris, ça y est, c'était, si je puis dire, mis en marche, mis en route. Donald Trump, quand il est arrivé pendant sa campagne, il l'a dit, il ne l'a pas caché, qu'il voulait revenir sur cet accord-là. Est-ce que tout a été préparé depuis longtemps? Parce que là, on dit que Donald Trump a tergiversé dans les derniers moments. En réalité, est-ce qu'il n'avait pas déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sa conviction déjà forgée et qu'il voulait aller vers cela? Si, moi je suis persuadé que sa conviction était forgée, qu'il voulait y aller. Par contre, dans les termes même de l'accord, il y a certaines clauses qui font qu'on ne peut pas en sortir avant 3 ans. Et tout dépend d'ailleurs, et même à ce moment-là, il y aura encore 1 an de négociation avant qu'on sorte. Donc techniquement, si les États-Unis suivent cette voie-là d'un retrait unilatéral, il serait effectif à partir de 2020. Maintenant, comme Guillaume Duval le soulignait récemment, on a vu dès l'année dernière, un certain nombre d'investissements dans la transition énergétique être moins importants que prévu. Et a priori, c'était une conséquence de l'accord de Paris que justement les acteurs eux-mêmes du marché jugeaient trop peu contraignants pour favoriser cette transition énergétique. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, 1916-1917, oui, c'est vrai qu'il y a eu un retournement, mais en l'occurrence là, c'est un retournement d'un président à un autre. Ce n'est pas Donald Trump qui revient sur ses engagements, il avait clairement annoncé la couleur et il avait aussi dit, c'est vrai qu'il chercherait à détricoter, le terme n'est pas élégant, mais le travail fait par son prédécesseur, et c'est peut-être ça pour cela aussi que son prédécesseur continue à intervenir pour chercher à défendre comme il le peut un bilan qui malgré tout devient de plus en plus maigre. On a parlé de l'Europe, on a parlé des États-Unis, évidemment, on a parlé de la Chine, on a esquissé l'Inde, on va en parler. Parlons aussi des autres pays, ceux qui attendent le financement, ceux qui attendent, Guillaume Duval, la fameuse enveloppe, elle fait 100 milliards cette enveloppe. Et cette enveloppe a été garantie par qui? Par les États-Unis. Est-ce que tout cela, tout cet édifice est en train un petit peu de bouger dangereusement? Donc effectivement, la première chose, la chose qui a coincé le plus dans l'accord de Paris, c'était effectivement la question des finances, la question de ce que le Nord est prêt à faire pour aider les pays du Sud à accélérer la transition énergétique sans dépenser des 1000 et des cents qu'ils n'ont pas. Donc ça tournait effectivement autour de la constitution d'un fonds qui soit capable de mettre 100 milliards de dollars sur la table chaque année pour ça. Et donc, dans ce fonds de 100 milliards de dollars, il y a effectivement une part significative des États-Unis, a priori. Donc là, c'est un des points sur lesquels, effectivement, l'impact de la décision de Donald Trump peut être significatif. Ça va être compliqué de boucher ce trou s'il n'y a plus que les Japonais, les Européens pour le financer dans l'état où sont nos finances publiques. Ceci dit, là aussi, pour ce fonds de 100 milliards, c'est une chose qui doit démarrer en 2020. Où en seront les États-Unis politiquement
en 2020, est-ce que M. Trump sera encore là? Est-ce qu'il aura une majorité au Congrès? Ou est-ce que dans 2 ans, les Américains vont se débarrasser de la majorité républicaine? C'est bien difficile à dire. Mais moi, je suis persuadé d'une chose, en tout cas, c'est qu'il va y avoir sur cette affaire une bataille formidable de l'opinion publique aux États-Unis. Et que je suis persuadé d'une chose, c'est que Donald Trump la perdra sur ce point-là. Nous allons en parler. On va regarder déjà, on va décliner les unes de vos quotidiens demain. La Croix, Trump, regardez là, tant pis pour le climat. Le président américain a rejeté hier, donc ce soir, l'accord sur le climat signé en 2015 à Paris. Je vous rappelle que dans quelques instants, dans moins de 2 minutes, c'est le président français qui va s'exprimer sur ce sujet. Gérald Olivier, est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des décisions les plus importantes du mandat de Donald Trump? Sur le plan international, oui. Ça, c'est évident. Parce que malgré... Il y a eu d'autres choses, on peut les discuter quand on commence à y penser. La Corée, non, mais je pensais plutôt à ce qui... Enfin bon, sur le plan international, vis-à-vis des engagements américains, oui, c'est une décision majeure. Parce que justement, comme vous l'avez souligné, elle avait engagé une négociation qui avait réuni tout le monde et sur laquelle, pour une fois, le monde entier était tombé d'accord. Donc que les États-Unis se retirent d'un tel accord, c'est fondamental, c'est majeur, et c'est la décision de Donald Trump qui aura le plus d'impact, parmi celles qu'il a déjà prises, c'est celle qui aura sans doute l'impact le plus important. La Chine ce soir rappelle qu'elle tiendra tous ses engagements sur le climat. L'Europe regrette de manière générale une grave erreur après le retrait américain. Les anciens ministres français, et on attend la prise de parole présidentielle, s'expriment. J'ai la réaction tout à l'heure de Ségolène Royal. Exprimé aussi, hein. Oui, qui a parlé d'un très grave délit contre l'humanité, Arnaud Benedetti. C'est cette ampleur-là que prend cette décision ce soir? Non, mais dans un monde qui est très fragmenté, dans un monde multipolaire, dans un monde balkanisé, quand vous avez un grand projet fédérateur, et c'était un grand projet fédérateur, et qu'il y a un coup de canif qui est donné dans ce gros projet fédérateur, il n'est pas étonnant qu'on ait cette déflagration politico-médiatique à laquelle nous sommes en train d'assister depuis quelques heures, enfin depuis quelques minutes maintenant. Donc je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait, j'allais dire, prévisible dans la réaction, voire peut-être la surréaction aussi, que nous vivons, parce qu'il faut aussi, je pense, raison garder, et peut-être, je veux dire, les choses évolueront. On va voir comment les choses vont se passer. Mais il y avait en effet là quelque chose qui faisait tenir ensemble un certain nombre d'États, un certain nombre de nations, et il y avait un aspect, encore une fois, très symbolique qui, je crois, aujourd'hui, en effet, s'effondre du fait de la décision du président Trump. Est-ce qu'il peut y avoir une conséquence en termes d'atteinte de crédibilité du président Gérald Olivier par rapport, là, je parle vraiment de la scène politique intérieure, où on voit aussi, du côté des responsables américains, que ce soit des démocrates, mais aussi certains républicains qui mettent en cause une telle décision? En tout cas, les républicains du Sénat attendaient cette décision-là. Ils étaient favorables à une sortie unilatérale ainsi que Donald Trump s'y était engagé pendant la campagne. Moi, ce que je verrais plutôt, et ce qu'on voit d'ailleurs d'une certaine façon déjà, c'est une certaine montée de l'anti-américanisme primaire et de l'anti-Trumpisme. Tout ça va alimenter tous les éléments qui, depuis que Donald Trump a émergé sur la scène internationale, font qu'il est dénoncé, traité de ce qu'on sait. Donc cette décision-là alimente toute cette vision du personnage. Et c'est pas ni avantageux ni désavantageux. Donald Trump est quelqu'un qui fonctionne par le conflit. Donc lui, il est très à l'aise dans ce type de posture. Par contre, peut-être qu'un certain nombre d'Américains, eux, le sont beaucoup moins. Oui, enfin, il y a quand même une conséquence, je pense, que ça va avoir à l'intérieur des États-Unis, c'est que ça va aggraver les conflits internes aux États-Unis, et en particulier les conflits entre la Californie et les États de l'Est, côtiers de l'Est, et le reste des États-Unis, le Jesus Land. Si vous voulez, la Californie, il y a eu un accord international entre la Californie, le Canada et le Mexique en avril dernier sur cette question du changement climatique. Donc on est dans une situation où c'est l'existence des États-Unis sur la scène internationale qui peut être potentiellement mise en cause, y compris en interne. Donc là, oui, c'est quelque chose. Sur ce plan-là, c'est un tournant très important. C'est un affaiblissement du pouvoir fédéral formidable, je pense. Alors, Trump dit que c'est ce qu'il veut faire, affaiblir le pouvoir fédéral qui est devenu trop fort, mais il va bien y réussir, et en particulier sur ce terrain-là.
Parlons, puisqu'on est aussi avec vous, messieurs, vous êtes spécialisés dans l'opinion et dans la communication, de l'image. L'image de Donald Trump, je parlais tout à l'heure de la crédibilité américaine. Vous nous direz comment il est perçu, Frédéric Dabi, quand on voit les différentes réactions ce soir, de déception et même au-delà, il y a des mots très durs qui sont utilisés ce soir. Déjà dans l'opinion française, j'allais dire, tout ça a été entamé, même largement, depuis longtemps. Tout à fait. On avait réalisé un sondage pendant la campagne présidentielle, un sondage auprès des Français, où il y avait une cote de popularité famélique de Donald Trump, à peine 10% de bonnes opinions, à peine mieux. Plutôt, il faisait même moins bien que Vladimir Poutine. Et puis, c'était pas une vraie surprise. Pendant toute la campagne présidentielle, il y a eu un tropisme, si je puis dire, pro-Hillary Clinton des médias, de l'opinion publique française, qui n'est pas non plus une nouveauté. Ronald Reagan avait été vu aussi comme le grand méchant loup pendant toute la campagne, Carter étant le gentil, sauf que Ronald Reagan était quand même plus connu. Il avait été gouverneur d'ailleurs de Californie. Donc c'est vrai que tout ça, ce qui vient de se passer, et on voit ces réactions de gauche, de droite, ça à mon avis, on verra ce que dira Marine Le Pen. Je crois que ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, elle a tenu un discours sur le mode, mais c'est ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne. C'est bien qu'un responsable politique tienne parole. Elle sera sans doute relativement isolée par rapport au flot de critiques et au discours de délégitimation de Donald Trump, qui n'est pourtant au pouvoir que depuis 5 mois. Ça, c'est intéressant, Arnaud Benedetti. Il y a ce soir, mais un flot de réaction mondiale qui est en train d'arriver pour dénoncer avec des mots très durs cette décision de Donald Trump. Et puis, il y a Donald Trump et ses mots tout à l'heure, des mots de protection. Je suis là pour protéger les citoyens américains. Est-ce qu'il y a aussi, j'allais dire, une rupture dans notre compréhension, peut-être en ce moment, des États-Unis? C'est-à-dire ils ont un besoin par rapport à ces citoyens qui se sentent délaissés, les perdants de tout ce qui s'est passé. Ils ont besoin de cette protection-là, tout simplement, même si elle doit passer par le retrait à cet accord. Il est totalement cohérent par rapport, encore une fois, à son logiciel politique. Donc lui, ce qui lui importe, c'est pas l'image que les Français ou que les Européens peuvent avoir de lui. Je crois qu'ils sont contre-fiches. En tout cas, ils sont contre-fiches, peut-être pas totalement, mais c'est pas sa priorité. Et sa priorité, c'est son opinion publique et les gens qui l'ont élu, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes américaines qui lui ont permis de l'emporter. Donc de ce point de vue-là, et d'ailleurs c'est tout à fait compréhensible que Marine Le Pen, d'une certaine façon, donne du crédit à sa position, parce que en effet, il fait ce qu'il a annoncé. Et donc, politiquement, il remplit quelque part son cahier des charges, que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas. Et donc, il est dans une logique qui est une logique nationale, c'est-à-dire la logique pour laquelle il a été élu. Et je ne vois pas les raisons d'ailleurs pour lesquelles il y dérogerait, en tout cas, surtout en début de mandat. On est avec un président qui est en début de mandat. Donc, il a encore moins de raisons de prendre des distances par rapport aux engagements qui ont été les siens durant cette campagne. Encore une fois, que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas. Je vous laisse réagir tout de suite, Gérald Olivier. Je vais simplement rappeler que nous sommes en direct, que c'est une édition spéciale suite à la décision ce soir de Donald Trump, qui est, comme vous l'avez dit, une demi-surprise, mais quand même qui provoque un flot de réactions de par le monde entier. C'est quasiment toutes les puissances et tous les pays qui sont en train de s'exprimer pour, en grande partie, quasiment la totalité de ces pays qui dénoncent ce soir ce retrait, pour certains un reniement de la part des États-Unis et un retour du président américain, en tous les cas un enfermement. Dans quelques instants, on va également écouter les propos, la déclaration du président français Emmanuel Macron. Gérald Olivier, vous voulez réagir? Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur le plan strictement national, pour Donald Trump, cette décision, c'est gagnant-gagnant, comme disent les communicants politiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement il va dans la direction de son électorat, non seulement il tient une promesse de campagne, mais il montre qu'il est capable, justement, lui, de ne pas se comporter comme les autres hommes politiques qui disent des choses et qui ne les font pas, et qu'il est capable de faire les choses telles qu'il les ressent, quelles que soient les conséquences sur son image ou sur la façon dont les États-Unis ou cette décision pourrait être perçue. Donc il joue exactement dans le sens de sa campagne, de son personnage, de ses engagements. Il n'a été sensible à aucun des arguments qui lui avaient été présentés lors de la réunion du G7 par Angela Merkel, Emmanuel Macron. On sait aussi que la Chine est intervenue. C'est quelqu'un qui n'est pas très rationnel et qui, enfin, il n'a pas été sensible non plus à la pression de sa fille et de Tillerson, etc. C'est quelqu'un qui réagit avec ses tripes et qui pense après. Pas tout à fait d'accord avec ça, vous pouvez l'imaginer. Mais non, la priorité de Donald Trump, c'est l'emploi.
Il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit pendant la campagne, il l'a répété aujourd'hui. Sa priorité, ce n'est pas de tenir les engagements qu'un autre a pris à sa place. Et comme le dit le titre de la Croix, tant pis pour le climat, sa priorité, ce n'est pas le climat. Les emplois viennent avant. Et quand il y aura le plein emploi aux États-Unis, on verra à ce moment-là ce qu'on peut faire si le sujet est toujours sur la table. Mais sa priorité, pendant la campagne et depuis qu'il est en place... C'est très faible aux États-Unis. Ah pas dans toutes les régions, malheureusement. Oui, mais on est quand même sur une logique qui est plus de plein emploi qu'en France ou dans les pays européens. Et lorsqu'on regarde justement la structure de l'emploi, on s'aperçoit qu'elle a aussi beaucoup changé. Et que les emplois à mi-temps ou les emplois qui sont uniquement partiels sont très très importants. La désindustrialisation des États-Unis a été un gros problème. Dans la façon, d'ailleurs c'est intéressant si on regarde et si on écoute, si on revient sur ce qu'a dit Donald Trump cet après-midi en justifiant sa décision, notamment en ce qui concerne le charbon, il a clairement indiqué que d'après l'accord, les États-Unis ne pouvaient pas ouvrir de nouvelles mines de charbon. Par contre, que l'Inde, que le Pakistan ou que la Chine pouvaient très bien le faire si tel était leur souhait. Ce qui fait qu'on n'était pas dans le contexte d'une transition énergétique, on était dans le contexte d'un transfert d'emplois de pays riches vers les pays pauvres. Et c'est cela qu'il condamne et c'est cela qu'il rejette. Et les Américains sont entièrement derrière lui sur ce point-là. Et le problème, c'est... Enfin, en plus, le charbon américain a fermé pour une raison simple, c'est que le gaz est moins cher que le charbon. Et maintenant, le gaz va être en difficulté, est déjà en difficulté, parce que les énergies renouvelables sont moins chères que le charbon, le gaz et le pétrole. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est même plus une question de qu'est-ce qui subventionne quoi. On est à un niveau où les énergies renouvelables sont devenues plus économiques, non seulement que le nucléaire, mais aussi que la plupart des énergies fossiles. Donc, la Chine est en train d'interdire à ces provinces de construire des nouvelles centrales à charbon. L'Inde vient de renoncer à construire plusieurs centaines de centrales à charbon pour une simple raison, c'est qu'il vaut mieux, c'est moins cher d'investir dans le solaire. Aujourd'hui, M. Trump veut faire le contraire de tout le reste du monde. Il va simplement couler l'industrie américaine des énergies renouvelables. Et c'est l'industrie chinoise qui en profitera, ou peut-être l'industrie européenne si on est capable de repartir sur ces terrains-là. Sur le plan strictement économique, c'est purement absurde. Aux États-Unis, et d'ailleurs ça avait été un thème de la campagne, ce n'est pas au gouvernement de mener la politique industrielle. On compte sur les entrepreneurs pour se débrouiller tout seuls. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Les énergies renouvelables, on en parle beaucoup, elles sont soutenues. L'Internet, il est américain parce que l'État américain s'en est occupé pendant 40 ans. Il ne faut pas me raconter l'histoire. Qu'est-ce qui a commencé avec ça, le GPS, Bah oui. Aussi. Allez. Mais les énergies fossiles aux États-Unis, c'est 87% de leur fourniture d'énergie. Le renouvelable, pour l'instant, c'est 13%. Donc la transition, elle est très très lente à venir. Et elle a été très lente jusqu'à... Oui, l'ampleur, le poids politique, économique, environnemental de cette décision, une déflagration pour beaucoup. Et puis, permettez-moi une question un peu plus politicienne. Parce que Donald Trump, il n'a pas n'importe quelle situation sur le plan intérieur, Gérald Olivier. Il y a peut-être un étau qui se resserre, il y a des enquêtes autour de lui avec l'ingérence russe. Je n'imagine pas qu'une telle décision peut constituer une diversion. Je ne dis pas cela. Mais quand même, racontez-nous quand même la position de ce président qui, là, on le voit fièrement parler de la protection de ses citoyens. Comment est-il vraiment? Est-ce que c'est pas, j'allais dire, un géant au pied d'argile avec ces histoires-là? Pas encore, mais ça pourrait le devenir. Par contre, ça prendra du temps. C'est-à-dire que l'enquête concernant les liens entre son équipe et certains personnages du gouvernement russe pourrait poser problème. Non pas seulement pour ces liens, mais pour la façon dont Donald Trump s'est comporté par la suite. Vous savez, dans le Watergate, c'est pas le cambriolage qui avait causé la chute de Nixon. C'est tous les mensonges qui avaient suivi le cambriolage. Et là, on n'en est pas encore, c'est pas du tout de la même échelle, mais on en est à enquêter sur ce que le président a dit une fois qu'il a eu connaissance de certains faits. Et peut-être qu'il n'aurait pas dû dire certaines choses et que si on parvient à monter cela en épingle, certaines personnes pourraient demander à ce qu'il y ait un procès en destitution. Vous ne l'excluez pas? Je ne l'exclus pas, mais je ne le considère pas comme une probabilité à ce stade. Et même si ce procès était envisagé, c'est le Sénat qui vote. Pour l'instant, le Sénat est à majorité républicaine. Donc on est à une échéance post-2018 minimum. Et pour l'instant, on en est encore loin. C'est une éventualité que je qualifierais de très lointaine. Et qu'il faut garder en tête, on ne sait jamais en politique, tout va très vite, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Frédéric Dabi, je vais m'arrêter sur l'un des arguments que vous avez développé tout à l'heure, qui est très important, c'est l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Depuis le Brexit, depuis même avant l'élection de Donald Trump, on dit, est-ce qu'avec ces chocs, eh bien, l'Europe va enfin se réveiller? Est-ce qu'il va y avoir une solidarité européenne? Est-ce qu'il va y avoir une défense européenne? Est-ce que sur le climat, il va y avoir
il y a déjà un rapprochement, mais en tous les cas, des liens qui se resserrent. Est-ce que vraiment on peut y croire ou est-ce que c'est un petit peu, on a envie d'y croire ? C'est très compliqué, votre question. C'est vrai que d'un côté, il y a eu ces chocs qui ont créé sans doute l'élection de Donald Trump, le Brexit, la force des mouvements anti-Europe. Quand on regarde l'offre électorale présidentielle en France, il y avait quasiment tous les candidats ou presque, sauf Emmanuel Macron et, on va dire dans un sens, François Fillon, qui était opposé à la construction européenne. Et face à ces chocs, c'est vrai qu'il y a peut-être une solidarité qui se crée, qui s'est recréée. Il y a le couple franco-allemand, il y a des discours sur davantage d'intégration européenne. Il y a l'offre programmatique d'Emmanuel Macron qui était extrêmement claire de ce point de vue-là, peut-être un gouvernement de la zone euro. Et puis, il y a le regard des Français sur l'Europe. On l'a dit ensemble à plusieurs reprises, le clivage du 29 mai 2005, on vient de fêter ou commémorer, c'est selon les 12 ans, c'est la France du oui et la France du non. Mais ce qu'on voit dans nos enquêtes, notamment qualitatives, c'est que même auprès des nonistes, même auprès des eurosceptiques, il y a une vraie prise de conscience que la phrase du candidat Hollande de 2012, « La France n'est pas le problème, la France est la solution », n'est plus opérante, ne fonctionne plus. De plus en plus, c'est l'idée sur le défi climatique, sur le défi du terrorisme, sur le défi d'intégration, d'accueil ou non des réfugiés et des migrants, c'est que c'est l'Europe qui peut fournir la solution. Donc il y a quand même, je dirais, une sorte de cire ou de pâte molle qui se fait en Europe où l'anti-Europe, l'anti-européisme tend peut-être à un petit peu battu en brèche par la réalité des faits. Oui, sauf que l'Europe, c'est un mot valise. C'est un mot valise. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, il faut le dire, parce que vous parlez de l'Europe, et si vous parlez de Bruxelles, vous aurez certainement une autre réaction en fonction de l'ITEM. Oui, de l'Union européenne. Et quand même, il y a un effet d'optique qu'il ne faut pas totalement écarter, c'est que quand on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, c'est que globalement, mis bout à bout, alors avec des nuances, je suis d'accord avec vous, mais le courant eurosceptique est plutôt dominant. Et ça, c'est une réalité que le résultat du second tour de l'élection présidentielle maquille un peu à cause de cet effet d'optique. Mais la réalité sociologique, elle est là. Et la réalité sociologique, elle dure depuis très longtemps. Elle dure depuis le traité de Maastricht, depuis 1992, où je vous rappelle qu'une note d'Emmanuel Todd dans la Fondation Saint-Simon retraçait très bien, justement, l'opposition entre la France du non et la France du oui, qui s'est retrouvée en 2005 et qui se retrouve encore aujourd'hui. Oui, enfin, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est clair dans cette élection, c'est que sa position sur le Frexit a quand même beaucoup contribué à faire perdre Marine Le Pen au second tour et dans des proportions plus importantes qu'attendues. Hein, chacun l'a vu et l'a constaté, c'est beaucoup là-dessus qu'elle était en difficulté au débat de l'entre-deux tours. Et je crois que ça a joué un rôle majeur. C'est-à-dire que les Français, tout en râlant, sont plus attachés qu'on ne le pense et que beaucoup de politiques le pensent, en tout cas, à la construction européenne et que ça s'est vu. L'autre chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la position allemande est très affaiblie. C'est-à-dire que les Allemands, bon, ils sont toujours 80 millions, ils sont toujours la plus grande puissance économique. Oui, c'est toujours mieux en le rappelant, parce que tout est relatif quand on dit que l'Allemagne est affaiblie. Non, l'Allemagne est très affaiblie. Ils ont joué pendant 20 ans sur l'alliance avec les Britanniques pour s'opposer à une intégration plus poussée sur le terrain social ou fiscal en Europe. Ils ne peuvent plus avec le Brexit. Ils jouaient sur la Pologne, l'Europe centrale et la France. Le choix très eurosceptique de l'ensemble de l'Europe centrale fait qu'ils n'ont plus cette option-là pour l'instant. Donc l'Allemagne reste un nain géopolitique, militaire, etc., dans un contexte où c'est les tensions géopolitiques qui sont devenues aujourd'hui déterminantes, beaucoup plus qu'en 2010 dans la crise de la zone euro. Donc l'Allemagne n'a aujourd'hui pas d'autre choix que de se rapprocher de la France et des dirigeants français s'ils veulent sauver la construction européenne. Et je crois que les Allemands sont vraiment très attachés à sauver la construction européenne, parce qu'aucun dirigeant allemand ne veut être considéré comme le responsable de refaire éclater l'Europe avec les conséquences que ça a pu avoir au siècle dernier. La déclaration, les propos du président Emmanuel Macron et sa réaction ce soir à la décision de retrait de l'accord de Paris, il y a déjà ces premières indications, Gérald Olivier. Selon l'Élysée, rien n'est négociable, dit-on, dans l'accord de Paris. Paris et Washington vont bien sûr continuer à coopérer, mais pas sur le climat
Est-ce que d'ores et déjà, ce soir, la porte est fermée à une éventuelle renégociation qui a été esquissée ce soir avec Donald Trump, mais disons-le, elle a été esquissée de manière vraiment sans grande conviction. Si ça marche, tant mieux, sinon, voilà. Oui, d'ailleurs, moi, c'est l'aspect du discours qui m'a le plus surpris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans le même discours « nous sortons parce que c'est notre intérêt de sortir ». Par contre, on veut rentrer si on est capable de renégocier. Ça veut dire que les gens qui ont travaillé il y a un an ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ou ça veut dire que nous, on ne sait pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, je pense que cet élément du discours a été ajouté pour donner l'impression que la porte reste ouverte et qu'on était prêt à revenir, tout en sachant très bien que ce ne serait pas le cas. Maintenant, si c'est en effet ce que va dire le président Macron, à savoir ils sont sortis, ils ne peuvent plus revenir, ça paraît tout à fait logique de la part de ceux qui restent. C'est-à-dire que si la France et si l'Europe doivent avoir une position aujourd'hui, c'est bien de se dire il y a un vide qui est laissé par les États-Unis, vide diplomatique, vide économique, vide de leadership. À nous de prendre cette place. On verra après si c'est ce qui se produit, mais il est tout à fait logique que ce soit la posture du président et des Européens ou même de la Chine dans ce dossier-là. Il y a les postures, il y a les mots qui sont importants ce soir, Arnaud Benedetti, qui sont utilisés par les grands leaders ou les anciens grands leaders de la planète. Quand Barack Obama dit que cette décision, c'est une décision de rejet de l'avenir. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a deux mondes, c'est ce qu'on avait décrit pendant la campagne présidentielle américaine, qu'il y avait deux mondes et que peut-être on ne comprend plus très bien cette nouvelle Amérique en tout cas sous Trump, peut-être même que l'ancien président n'est plus en phase avec elle. Est-ce que vous voyez cette sorte de rupture aujourd'hui? Alors c'est difficile de dire. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les mots traduisent une évidente volonté de dramatiser et de dramatisation du geste de Donald Trump. Alors il y a certainement de la tactique politique aussi derrière, c'est-à-dire que essayer peut-être, éventuellement, en seconde semaine, si je puis dire, parvenir à faire réfléchir la position de Donald Trump, ce qui me semble plutôt difficile. Mais il y a ça aussi derrière les mots. Je crois qu'il y a cette volonté, à un moment donné, de dramatiser pour essayer peut-être de faire en sorte qu'on infléchisse cette position. Et puis il y a une réalité, c'est qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui plusieurs Amériques. Oui. Vous nous parliez de la Californie, 6e puissance mondiale, la Californie dont certains nous disent qu'elle voudrait faire sécession, on verra ce qu'il en advient, mais il est évident qu'entre un État comme la Californie, entre une région comme celle de San Francisco ou le couloir Los Angeles-San Diego et d'autres quartiers du Nebraska, du Mississippi, il y a plus de 2 ou 3 mondes d'écart. Et il y a géographiquement, économiquement plusieurs Amériques. Culturellement, il y a aussi plusieurs Amériques. L'Amérique rurale n'a rien à voir avec l'Amérique intégrée, multiculturelle des zones urbaines. Et aujourd'hui, ces gens ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Et le travail des politiques aux États-Unis, s'il y a un échec contemporain sur ce point de vue-là, c'est bien le travail des politiques qui avaient toujours réussi à garder une certaine cohésion nationale. Et là, cette cohésion, aujourd'hui, n'existe plus, ou en tout cas, on ne parvient pas à la voir exister comme ça a pu être le cas à un certain moment. La question est de savoir par translation s'il n'y a pas ces mêmes fractures en France, notamment sur la question de l'ouverture et de la fermeture. Et selon vous, l'Europe, oui, clairement, il y a une France périphérique, il y a une France rurale, il y a la France du oui et la France du non. Et sur l'opposition Marine Le Pen, Macron, on avait posé une question sur la conception de l'Europe de Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron, et l'écart entre les deux était nettement plus ténu que nos rapports de force électoraux sur le second tour, où l'anti-lepénisme ou les conséquences du débat complètement raté de Marine Le Pen avaient donné peut-être un avantage, je dirais pas factice, mais peut-être trop important, plus important que ce qui se reflétait en termes de rupture pour Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen. Les fractures territoriales, les fractures de la France qui va bien versus la France des exclus, elle est tout à fait réelle. Et même sur la sensibilité aux questions environnementales, très très clairement, le discours dans nos enquêtes qualitatives, c'est d'abord du travail par rapport à ce que vous disiez sur l'objectif court-termiste peut-être de Donald Trump versus l'avenir, la projection vers l'avenir. Se projeter vers l'avenir, ça peut être vu comme un luxe de riche. Oui, et puis il y a un élément très important, je crois, qui est un élément plus de cohérence pour les sociétés, c'est que nous assistons quand même
d'une certaine façon, à la disparition des classes moyennes. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en France. Et la disparition des classes moyennes, ça veut dire que quelque part, ce qui faisait fédération, ce qui permettait de fédérer la société, est en train de s'amoindrir et de disparaître. Et c'est un vrai problème politique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons 2 France, nous avons 3 France, 4 France, et nous avons 2, 3, 4 Amériques qui cohabitent et qui essayent de coexister. D'ailleurs, vous parliez de Maastricht. La vraie différence entre Maastricht et le référendum du 29 mai 2005, c'est qu'à Maastricht, les classes moyennes votent pour le oui. Et le 29 mai 2005, les classes moyennes, peut-être paupérisées, peut-être se projetant difficilement vers l'avenir, votent clairement et massivement pour le non. Mais est-ce qu'on peut quand même comparer toutes ces décisions, ces ruptures sur ces référendums, et même, tiens, comparer le Brexit à ce soir la décision de Donald Trump, oui, de sortir de l'accord, puisqu'on parle finalement aussi d'un rejet, on tourne le dos à l'Europe. Est-ce qu'on peut comparer ces grandes décisions aujourd'hui ? Oui, Guillaume Duval, vous vouliez répondre? Non, simplement c'est intéressant la question du Brexit, parce que justement une des conséquences que va avoir la décision de Trump, c'est d'affaiblir encore beaucoup plus la position de Mme May et des Britanniques. C'est-à-dire que là, il jouait sur le thème, on va être le lien demain entre les États-Unis et l'Europe, et on va pouvoir en tout cas miser sur une relation très forte avec les États-Unis pour continuer à exister. Là, ils vont se retrouver en dehors de l'Europe d'une part, mais d'autre part tomber dans un trou, parce que notamment sur cette question-là, l'opinion publique britannique ne suivra pas Trump sur la question du changement climatique. Il y a la moitié du Royaume-Uni qui risque d'être submergée si le niveau des mers monte. C'est des gens qui sont très sensibles à cette question-là. Et là, c'est le gouffre qui se creuse entre les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est intéressant, parce qu'on sait quelle est la proximité, même entre les deux personnages, entre les deux personnalités, Donald Trump et Theresa May. Un mot quand même, c'est important, Gérald Olivier, expliquez-nous, ce soir, les premiers communiqués qui nous parviennent de l'Élysée, c'est vraiment un ton qui est ferme, qui est d'ailleurs une réponse, évidemment, à la hauteur de la déception de la décision américaine. Donc on dit, l'accord tel quel, il n'est pas négociable. Mais est-ce qu'on peut ainsi fermer la porte, finalement, aux États-Unis? C'est quand même un acteur qui est incontournable dans le combat climatique, même si c'est un acteur aujourd'hui qui veut se retirer, même si c'est un acteur qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Est-ce qu'on peut se permettre de lui dire c'est terminé alors, puisque vous avez décidé que vous ne voulez pas vous engager davantage, même un peu moins, on ne vous acceptera pas? Je ne pense pas que ça se passera comme ça, parce qu'en effet, on a besoin des États-Unis. Et puis, lorsqu'on regarde un petit peu en arrière, ce n'est pas la première fois que les États-Unis ferment la porte. Souvenez-vous du fameux protocole de Kyoto, qui était un des précédents de l'accord de Paris, 97, qui à l'époque avait été négocié sous le président Clinton aux États-Unis. Et Clinton savait très bien qu'il ne serait jamais accepté. Le Sénat avait rejeté, non pas le traité, mais l'idée même de voter sur le traité, donc ça n'avait pas eu lieu. Et les États-Unis étaient restés en dehors de Kyoto. Ça n'avait pas empêché Kyoto d'avancer, d'aller vers Copenhague et de nous amener à Paris, où les États-Unis, là, étaient revenus sous une autre présidence, mais toujours en contournant les élus. Sur la question du climat, de par le fait que les États-Unis sont quand même, en termes d'énergie, le premier pays producteur d'énergie sur la planète, énergie fossile, ils ont une partie extrêmement importante à jouer et ils ne sont pas prêts à l'abandonner ou ils ne sont pas prêts à passer sous les fourches codines d'autres. Donc ils ont toujours eu une position qui était un petit peu à part sur ce sujet. Les démocrates étaient beaucoup plus près des Européens, les républicains ont tendance à être beaucoup plus près de l'Amérique rurale, de l'Amérique justement qui travaille dans ce secteur énergétique, et également des industriels qui a priori en bénéficieraient. On va voir si ça continue à être le cas, puisqu'un certain nombre de chefs d'entreprise s'étaient prononcés en faveur d'un maintien de l'Amérique au sein de cet accord. Mais il y a toujours eu de la part des États-Unis sur cette question une position qui était un petit peu originale et à part. Donc c'est pas entièrement nouveau malgré tout. Et ce soir, donc, Emmanuel Macron s'était entretenu avec Angela Merkel, c'était évident, pour réaffirmer un engagement commun, vraiment, du couple franco-allemand. Arnaud Benedetti, on l'a dit tout à l'heure, on l'a esquissé sur le leadership, que ce soit sur l'économie, que ce soit même dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit sur d'autres thèmes, et même sur le climat, eh bien, un pays gagne en crédibilité, en leadership. Malgré tout, est-ce que ce soir, même si Donald Trump veut d'abord protéger ses citoyens, est-ce qu'il ne recule pas là, sur cette scène-là? Est-ce qu'il ne perd pas en influence, en leadership? On verra, parce que la nature et évidemment l'échiquier politique a horreur du vide, on verra qui occupera cette place-là, mais est-ce qu'il ne recule pas de plusieurs cases aujourd'hui?
savez, la stratégie quand même de dominance américaine, je veux dire, elle ne peut pas être remise en question comme ça du jour au lendemain, même malgré la décision de Donald Trump. Mais ce qui est intéressant aussi ce soir, et moi ce qui me frappe, c'est la déflagration médiatique qui est en train de se produire à une vitesse vertigineuse et qui nous montre que nous avons véritablement changé d'époque en termes de circulation de l'information et de relations entre le monde médiatique et le monde politique. On voit bien qu'en quelques minutes, les réactions nous parviennent à une vitesse tout à fait exponentielle et que la décision du président Trump, quelque part aussi, acte ce changement, j'allais dire, de fonctionnement du système médiatique. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Presque à la fin de notre émission, en attendant la prise de parole du président de la République, mais évidemment, vous pourrez en découvrir les grandes lignes demain dans nos autres éditions. On va finir avec la revue de presse. On va voir toutes ces unes qui sont consacrées évidemment au même thème, à la même décision ce soir, déflagration. On va commencer par Le Parisien. C'est celle que nous n'avons pas encore découverte. La voici. La folle décision des États-Unis. Gérald Olivier, la folle décision, ce n'est pas à titre anodin de parler d'une folle décision. Non, attendez. Non, il y a un caractère. Mais il y a un caractère irrationnel. C'est ce que souligne ce titre, peut-être, dans cette décision, un caractère irrationnel qu'on rapproche souvent de la personnalité de Donald Trump, peut-être à tort. Encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là. Et je pense que, de même qu'on a vu, monsieur nous disait tout à l'heure, Frédéric David disait tout à l'heure que pendant la campagne électorale, on a vu les Français prenaient position très très largement en faveur d'Hillary Clinton. Et ce positionnement, ce tropisme, des fois, convainc à l'aveuglement. C'est-à-dire que si l'on veut bien prendre une lecture américaine du traité de l'accord sur Paris, on s'aperçoit que la décision de M. Trump, elle n'est pas folle du tout, mais elle relève d'un certain rationnel. Cas, le débat aura été équilibré ici ce soir. À condition de vouloir prendre un logiciel américain pour le lire. Merci messieurs, merci d'être restés aussi jusqu'à cette horaire tardive. Évidemment, on reviendra demain largement dans toutes nos éditions sur Public Sénat, à la fois sur la prise de parole du président français, sur toutes les conséquences et les décisions, également sur toutes les réactions ce soir. Elles sont nombreuses, elles viennent du monde entier. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Belle fin de soirée et à bientôt.